tous. Je suis David Lebanier de Pouget Consultant. On est bureau d'études thermiques, fluides, environnement et cabinet de conseil. Et je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire d'une rénovation globale de copropriété BBC en PAC hybride. Alors d'abord le contexte et les enjeux du projet. C'est une copropriété qui est à Nantes de 13 logements, qui est DPE F à l'état initial, qui serait E si on regardait uniquement l'énergie, et c'est un bâtiment qui est construit en 1972. Un petit clin d'œil aux collègues qui ont travaillé sur le projet. Donc il y avait un syndic, Pifto, Mervan, architecte, qui était sur la maîtrise d'œuvre enveloppe, Pouget Consultant sur la maîtrise d'œuvre fluide uniquement, puis Decra, Alliance, Travaux SPS et Exim pour bureau de contrôle SPS et amiante. Ce bâtiment a été construit avant 1974, donc il est peu ou pas du tout isolé. C'est-à-dire que dans les murs, on a juste une brique plâtrière, plancher bas non isolé, plancher haut sur comble perdu. Vous voyez une photo, on est avec quelques centimètres d'isolant, encore 25 cm de menuiserie simple vitrage, 25%, pardon, et de la ventilation naturelle, c'est les conduits que vous voyez en haut du bâtiment, qui aspirent l'air, qui rentrent par des grilles qui sont en façade. Côté système, on a une chaudière gaz très vétuste qui même pose problème. Le changement de système, il est même à faire en urgence. Vous voyez, le capot est démonté et le mainteneur intervient de manière récurrente pour qu'elle fasse encore ses derniers jours de chauffage. Robinet, pas de robinet thermostatique, des radiateurs haute température, des réseaux qui sont non isolés, des problèmes de distribution du chauffage et des logements qui ont très chaud, des logements qui ont froid. Donc il y a tout à revoir. L'historique du projet, c'est qu'on a fait un audit énergétique en 2020. Et à l'époque de cet audit énergétique, ni nous, ni la copropriété n'a proposé de sortir du gaz. La copropriété, parce que ce n'était pas dans ses priorités. Nous, on faisait déjà de la pompe à chaleur à cette époque, mais on ne se voyait pas expérimenter, faire nos armes en copropriété. Donc à cette époque-là, on ne le proposait pas. Ils votent la conception du projet, conception technique. En plein milieu de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix, ils sont marqués par ça. Et donc, ils nous demandent de trouver une alternative au gaz. Ils ne veulent pas rester en 100% gaz. Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle on est parti en hybride. Ensuite, on dimensionne, on fait les études d'exécution, ils votent les travaux. Et le projet est en cours de livraison, les systèmes sont installés, l'isolation est en cours de finalisation. Donc maintenant, le choix des prestations techniques. Côté isolation, pas de révolution, mais une enveloppe qui est globalement bien isolée. Une isolation extérieure de 160 mm. Il y a des balcons que vous n'avez pas vus là, mais qui sont sur la façade, sur jardin. On a même réussi à les isoler eux aussi, malgré que ça grignote un peu d'espace sur les balcons avec 80 mm d'isolant, un peu plus performant en polyuréthane. On isole le plancher bas, le plancher haut, on remplace les fenêtres simple vitrage. Et quand on rénove l'enveloppe, on étanchéifie l'enveloppe, forcément on intervient sur la ventilation et on met une ventilation basse pression, hygroréglable type A. On se paye même le luxe de s'engager sur des niveaux d'étanchéité à l'air de l'enveloppe et des tests par échantillonnage seront faits à la fin. Donc une rénovation vraiment globale de l'enveloppe, plutôt qualitative. On a même fait, point de détail important, on dépose les occultations pour que l'isolation extérieure puisse venir mourir sur les menuiseries et traiter les ponts thermiques sur le pourtour des fenêtres. Et donc on divise par plus de 3 les déperditions, ce qui va très largement nous faciliter la tâche pour le déploiement des pompes à chaleur ensuite, puisqu'elles seront toutes petites, elles feront moins de bruit et elles seront moins puissantes. Côté système, on a proposé à la copropriété différentes solutions. À gauche, vous avez la chaudière gaz, qui est pas très bonne en émissions de carbone et qui surtout, on a une dépendance à une seule énergie, donc la copropriété l'a tout de suite mise de côté, comme je vous l'avais dit. Réseau de chaleur urbain, on est sur 13 logements, on n'a pas des puissances suffisantes pour intéresser un gestionnaire de réseau de chaleur, donc il nous refuse le raccordement. Chaufferie bois, on n'a pas assez de place pour intégrer un stockage bois-énergie. Et puis il reste 2 solutions, PAC RO à 100%, qui elle a le désavantage de prévoir donc plus de pompes à chaleur. 3 pompes à chaleur, vous la verrez en photo, c'est des pompes à chaleur de grosses maisons individuelles, et qui, elles, engendrent le fait qu'on est obligé de passer les 36 kVA de puissance électrique. Qu'est-ce que ça implique de passer le 36 kVA de puissance électrique? En dessous de 36 kVA, on est dans des tarifs régulés, donc moins sensibles aux enjeux de hausse de l'énergie, alors qu'au-dessus de 36 kVA, on est sur des tarifs dérégulés. Et donc,
des risques d'évolution. Si on a un épisode ukrainien, l'électricité avait augmenté comme le gaz. Et donc les copropriétaires, même s'ils ne sont pas attentifs à ce sujet, on préfère ne pas aller vers cette solution puisqu'elle ne répond pas à l'exigence des copropriétaires d'avoir de la flexibilité pour répondre à une crainte de hausse de l'énergie. Et puis à cette époque, en plus, nous, on avait un peu peur de passer ces 36 kVA parce qu'on avait peur d'avoir un abonnement trop élevé, c'est ce qui se disait, d'avoir des tarifs de l'électricité qui seraient trop élevés et puis des travaux de raccordement électrique qui auraient été complexes. Depuis, on a rédigé un guide pour le compte de l'AFPAC sur le raccordement électrique des pompes à chaleur. Et avec le recul, en fait, ces craintes, elles n'étaient pas fondées. Mais l'abonnement, le tarif d'électricité, même quand on est au-dessus de 36 kVA, il y reste tout à fait cohérent. Et puis les travaux de raccordement, ils n'auraient pas été très importants. On aurait payé 3, 4, 5 000 euros de travaux. Toujours est-il que la copropriété fait le choix de la PAC hybride pour avoir ces deux énergies et toujours ce problème de crainte de hausse de prix. Maintenant, la conception. Donc là, c'est un peu plus technique. On fait de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, comme tous les systèmes, mais encore plus la pompe à chaleur, elle est sensible à la qualité du réseau hydraulique et à la maîtrise des températures. Une pompe à chaleur, plus elle produit à des températures basses, plus elle a des COP importants. Et donc, c'était notre premier cas en PAC hybride en copropriété. Donc on a fait les choses bien et on continuera de le faire. On a isolé l'ensemble des réseaux. Vous pouvez même voir là des rupteurs de fixation de canalisation pour pas qu'il y ait de pertes. La photo de droite, c'est des réseaux de distribution collective d'eau chaude sanitaire. On a eu la chance sur cette copropriété. Ils étaient accessibles depuis les parties communes, donc on les a refaits pour bien les isoler. Même les départs horizontaux que vous voyez ici, là, qui vont vers chaque logement, ont été bien réisolés. Il faut savoir qu'un réseau de distribution ECS mal isolé peut engendrer 40%, 50% de hausse des consommations d'eau chaude sanitaire, ce qui est un sujet encore plus sensible en pompe à chaleur. Donc là, on isole bien. On garde nos radiateurs existants. C'était des très hautes températures, mais vu qu'on a divisé les besoins de chauffage par 3, eh bien, ces radiateurs qui nécessitaient du 80 degrés les jours les plus froids, eh bien là, on leur envoie de l'eau à 60 degrés le jour le plus froid et ça suffira amplement. Donc pas besoin de les changer. Et on est très attentif à la qualité de l'eau, un peu plus que d'habitude en pompe à chaleur. L'embouage, des purgeurs d'air, le traitement de l'eau, puisque les échangeurs des pompes à chaleur peuvent s'encrasser et engendrer des dysfonctionnements. Maintenant, le dimensionnement. Donc, sur ce projet déjà, et comme sur la plupart des projets aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas si courant que ça, on prévoit de faire une installation où la chaudière et la pompe à chaleur vont fonctionner ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en simultané. Pourquoi? Parce que si on avait prévu une pompe à chaleur qui s'arrête quand ça ne sait plus tout faire et le gaz la remplace complètement, sur ce cas-là, on aurait eu des taux de couverture de pompe à chaleur d'environ 20-25%. Alors que si on fait tourner la pompe à chaleur tout le temps, elle donne tout ce qu'elle peut et le gaz vient en appoint, on obtient des taux de couverture de 90% pour ce cas-là. On a pris des pompes à chaleur au propane, au R290, ce qui est aujourd'hui courant. À l'époque, ça l'était un poil moins. Donc ça, c'est des pompes à chaleur déjà qui ont un fût frigorigène bas carbone, qui n'engendrent pas de PFAS, de pollution en cas de fuite, et surtout est en capacité de maintenir des hautes températures. Elles peuvent faire du 65-70 degrés sans problème. Donc ce qui est adapté à la production d'eau chaude sanitaire aussi. On fait un dimensionnement où on renforce un peu plus la puissance des pompes à chaleur, un peu plus que ce qui se fait couramment aujourd'hui. Ce qu'on voit passer beaucoup aujourd'hui, c'est 20% de la puissance, 30% de la puissance en pompe à chaleur. Là, on est monté un peu plus à 60% pour augmenter les taux de couverture et faire en sorte que le gaz intervienne vraiment comme un appoint ponctuel, mais la majeure partie de la production de chaleur sera faite par les PAC. Et un point important, on a prévu la puissance gaz en appoint, elle est capable de tout faire sur le bâtiment. C'est-à-dire que même si les pompes à chaleur s'arrêtent, les chaudières gaz peuvent tout faire et c'est un enjeu que je vais redévelopper en fin de présentation. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail du schéma hydraulique, mais vraiment, le point crucial en pompe à chaleur, ce n'est pas la performance elle-même de la pompe à chaleur, parce que ça, il n'y a pas trop de sujets. C'est vraiment le schéma hydraulique, comment est distribuée l'eau chaude et comment la régulation fonctionne. Et le choix qu'on a à faire, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est de choisir entre une installation complexe, mais plus performante, qui a un risque d'être plus difficilement pilotée par l'exploitant, ou de faire une installation plus simple,
mais moins performante. Ici, suite à échange avec l'entreprise qui sera l'exploitant aussi, avec l'industriel, on a fait le choix d'un schéma un peu moins performant, mais plus simple. C'est-à-dire qu'en dehors de la pompe à chaleur et de son ballon, l'installation ressemble, la distribution hydraulique ressemble à ce qu'on trouve en chaudière gaz, donc il n'y a pas trop de perturbations. Par contre, ici, on n'a pas dissocié la production d'eau chaude sanitaire du chauffage hydrauliquement, ce qui peut engendrer des baisses de performance de la pompe à chaleur, puisque la pompe à chaleur va être amenée à travailler à haute température plus souvent. Voilà. On a fait un plan de comptage. Malgré toutes nos précautions, les packs sont à l'arrêt. Je ne suis pas là pour vous raconter un conte de fées. Les packs sont à l'arrêt parce qu'il y a une erreur de fait, c'est que les pompes à chaleur, elles sont au sol, et que les pompes à chaleur, quand elles sont au sol, il faut qu'elles soient en capacité d'encaisser la pression qui est dans les colonnes d'eau verticales. Et il se trouve que là, il leur manque 0,5 bar pour fonctionner. Donc on va faire des modifications. Donc ça, je vous le raconte pour pas que ça réarrive. Voilà. La ventilation, rien de novateur. On met une ventilation basse pression qui est simple à installer dans les combles. On obture les cheminées. On met des bouches d'extraction, des entrées d'air. Voilà. On a une ventilation mécanique fiable, indispensable quand on vient étancher l'enveloppe. L'acoustique des pompes à chaleur, c'est un enjeu, ça nous faisait peur. Aujourd'hui, ça nous fait plus peur, notamment parce que l'AFPAC a rédigé un guide que je vais vous présenter juste après. Mais là, on était un peu inquiets, c'était un de nos premiers projets. On est dans une zone calme, les pompes à chaleur, elles sont dans le jardin. Plus on est dans une zone calme, plus le sujet acoustique il est sensible. Mais on a bien isolé le bâtiment, donc on a des toutes petites puissances de pompes à chaleur. Donc ça nous facilite beaucoup la tâche. Et en plus, on a sélectionné des pompes à chaleur peu bruyantes. Il faut quand même avoir en tête quelques points particuliers. Quand on est en hybride, les pompes à chaleur elles fonctionnent à pleine charge bien plus souvent. Donc il faut vraiment considérer le bruit qu'elles font à pleine charge. On fait l'eau chaude sanitaire, donc elles vont tourner l'été lorsque les fenêtres seront ouvertes. Voilà, autant de raisons d'être attentif. Mais les packs sont à 25-30 mètres des voisins, donc il y a peu d'enjeux, tel point qu'on a fait nos petits calculs en interne, alors qu'on n'est pas acousticien, on n'a pas de missionné d'acousticien, je ne vous le conseille pas, il faut missionner des acousticiens. Sur ce cas-là, on s'est senti assez à l'aise et en sécurité pour le faire sans. Et surtout, vous allez voir où sont positionnées les pompes à chaleur. Si jamais demain on a à mettre un traitement acoustique avec des panneaux autour, on peut l'ajouter dans la vie du bâtiment sans problème. Donc au pire, on a toujours ce plan B. Si c'était à refaire aujourd'hui, on serait encore moins inquiet parce qu'il y a un guide de l'AFPAC qui vulgarise les sujets de l'acoustique en pompe à chaleur pour les bureaux d'études, ce qui nous permet de nous y retrouver un peu plus. Et ils ont fait un petit outil qui permet de faire des modélisations simplifiées pour que dès la phase audit, on puisse orienter la copropriété et savoir un peu où on met les pieds, savoir si on va être sur un cas complexe ou non, s'il va y avoir beaucoup de traitements à faire, si ça va coûter cher ou pas. Confort d'été, ce n'était pas au centre du débat à l'époque où on a fait l'audit. Pour vous brosser la situation, on a des logements qui sont traversants, donc ils peuvent faire de la ventilation naturelle, mais on a quand même des T2 qui sont mono-orientés sud. On a une façade sud qui est calme, donc propice à l'ouverture de fenêtres, mais une voie bruyante quand même côté nord qui ne facilite pas la ventilation naturelle. Et donc là, l'initiative, elle n'est même pas venue de nous, elle est venue de l'architecte, et c'était peut-être la chose la plus importante à faire. On a prévu des persiennes à projection qui permettent de se protéger du soleil et quand même de laisser passer la lumière. Donc c'est des occultations qui, à la différence de ce qui était initialement sur le bâtiment, vont être fermées bien plus souvent, puisqu'elles sont bien plus confortables. On voit un peu dehors. Presque que ces occultations, on pourrait imaginer que pendant toute la période de canicule, elles sont fermées à projection. Et on n'a pas à les manipuler tout le temps pour obtenir un confort lumineux de qualité. Si c'était à refaire aujourd'hui, on irait encore plus loin. Déjà, vous avez vu les persiennes, quand on les ouvre, si on est au rez-de-chaussée ou au R+1, on ne se sent pas à l'aise de passer la nuit avec la fenêtre ouverte du salon parce qu'il y a des risques d'intrusion. Donc on privilégierait peut-être des occultations qui permettent d'être ouvertes à lame orientable, comme on voit en Espagne, en Sicile ou autre, qui permettent de laisser passer l'air, mais de dormir l'esprit tranquille parce qu'on peut plus difficilement rentrer dans le logement. Des moustiquaires, ça peut paraître un peu farfelu, vu que collectivement on travaille tous à réchauffer la planète, le temps de ponte des moustiques augmente et on va être de plus en plus confronté à des problèmes sanitaires liés aux moustiques dans les années à venir. Et à Nantes, d'ailleurs, en 2023, ce que je vous ai mis ici, c'est un article qui a fait la une du Ouest de France. Il y a eu une vague de moustiques pendant 2 semaines qui a traumatisé tout le monde. J'y étais en week-end là-bas. Il faisait
pas très chaud, c'était une petite légère vague de chaleur de fin septembre, et pourtant on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres, et c'était invivable. Et on aurait rêvé d'avoir des moustiquaires. Donc ça, on le proposerait. D'ailleurs, dans les occultations qu'on voit ici, il y en a certaines qui intègrent des moustiquaires à l'intérieur. Et le brasseur d'air plafonnier, une fois qu'on a mis des volets qui laissent passer la lumière et l'air, c'est le deuxième geste le plus efficace. Et là, on accompagne de plus en plus de copropriétés. On leur propose si individuellement elles sont intéressées de mettre des brasseurs d'air, eh bien on leur sélectionne un brasseur efficace, on leur définit des règles de calpinage et l'entreprise peut le mettre en place si tant est que le logement soit aux normes d'électricité. Une entreprise ne va pas intervenir pour poser un brasseur d'air si l'électricité n'est pas aux normes. Combien ça coûte? Donc c'est un tableau de synthèse avec à gauche l'état initial qui ne coûte rien en travaux mais qui coûte environ par logement 1 600 € à l'année. Et puis 3 variantes, 100% gaz, hybride gaz pack et 100% pack. Au global, le forfait pour l'appartement est d'environ 45 000 €, avec une isolation extérieure qui coûte cher parce que c'est un petit bâtiment, il y a pas mal de surface à isoler, c'est pas très compact. Et côté système, sur des petits bâtiments comme ça, 13 logements, on ne voit pas de différence énorme entre gaz, hybride et 100% pack. Notamment entre hybride et 100% pack, parce que quand on est en 100% pack, on ne refait pas la fumisterie, on ne refait pas les conduites d'amener de gaz, on ne refait pas la sécurité incendie de la chaufferie. On reste quand même plus cher en pack parce qu'il faut prévoir 3 pompes à chaleur au lieu d'une et que c'est ça qui coûte cher, mais on est sur des mêmes ordres de grandeur de coût. Ensuite, un point important, c'est que vous voyez que quel que soit le système, donc plus on met de pack, plus les charges annuelles par logement TTC diminuent, on est aux alentours de 500 €, mais quel que soit le système, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Ça, c'est pour redire que l'isolation est le seul levier qui permet de faire baisser les charges significativement. De choisir une pompe à chaleur, certes, ça va faire baisser un peu les charges, mais c'est surtout une action de décarbonation. Donc si on veut que nos actions de performance énergétique ne soient pas perçues comme des trucs de bobos à lunettes parisiens que je suis qui veulent décarboner, mais il faut embarquer l'isolation pour baisser les charges. Et surtout, point important, je vous ai dit tout à l'heure que par sécurité, on a mis toute la puissance qu'il fallait en gaz pour subvenir aux besoins de la copropriété. Étant donné que les charges sont au coude à coude, on est sur une petite copropriété qui ne va pas mobiliser en exploitation un suivi méticuleux de l'installation. Il y a un gros risque d'abandon des pompes à chaleur, au premier problème, puisque l'impact sur les charges ne sera pas significatif, il ne sera peut-être même pas identifié par les copropriétaires. Surtout que là, on est sur une copropriétaire, il n'y a pas de passionnés de technique, ces sujets, ça leur est complètement étranger, donc il y a un risque fort d'abandon des pompes à chaleur. Maintenant, le retour d'expérience qu'on a collecté a posteriori auprès des syndics, des entreprises et autres, c'est le suivant. Donc, Pifto Immobilier, qui est habitué des sujets de transition énergétique, qui aime ça même, en fait, lui, il a peur de la pompe à chaleur, c'est naturel. Il nous dit qu'il n'y a pas de retour d'expérience, il n'y a pas de mesures en collectif qui montrent que ça marche bien. Il a encore plus de crainte quand on fait du 100% pack. Et ensuite, lui, il a fait plein de projets en solaire thermique et il m'a dit... On avait beau mettre des compteurs, personne ne relève les compteurs, il n'y a pas de suivi, les panneaux ils ne marchent plus, votre pompe à chaleur ça va faire pareil, quoi. Il a cette réticence-là et il a son point de vue aussi, c'est que de sa fenêtre, pour lui le niveau de compétence des techniciens baisse, donc il m'a dit quelle garantie qu'on va avoir que le technicien qui va passer sera formé. Voilà. Et puis lui dans tout ça il a peur qu'on change de syndic parce que si il a accompagné vers des solutions comme ça qui ne marchent pas, eh bien, ça peut engendrer des litiges. Côté installateur, c'est NG Home Service qui fait la maintenance aussi. Lui, il est plutôt à l'aise. Son mot d'ordre, c'est de dire, et nous on a le même, c'est il faut des solutions packagées, on va chercher si le même industriel, le ballon, la régule, la pompe à chaleur, la chaudière, et on ne change pas le schéma hydraulique proposé par l'industriel, on l'applique. Les pompes à chaleur, il aime bien qu'elles soient monobloc, c'est le cas, au R290, comme ça fait de l'haute température. Monobloc, lui, ça lui permet, et en R290, ça lui permet que la maintenance est plus simple. Il n'a pas forcément à faire venir un frigoriste, à mesurer annuellement la quantité de fluide qu'il y a dans la pompe à chaleur. Pour lui, 100% pack ou hybride, sur un bâtiment de cette taille, on est un peu plus cher en 100% pack en entretien, mais ce n'est pas significatif. Et voilà.
Nous, notre retour d'expérience, c'est que le casse-tête, et c'est toujours le cas, encore aujourd'hui, c'est l'arbitrage d'un schéma hydraulique performant. Nous, des fois, les bureaux d'études, on pourrait avoir envie d'optimiser les COP et les rendements et autres, mais il faut rester sur des choses simplifiées pour que ce soit accessible au niveau de compétences des exploitants qui vont intervenir. Donc ça, c'est un sujet qui reste, et on a du mal à l'arbitrer parce qu'il y a peu de mesures. Donc il y a de la mesure qui est en cours sur beaucoup d'installations collectives, et on attend avec impatience les résultats pour objectiver nos choix, parce que c'est des débats à n'en plus finir avec les entreprises et l'industriel. Si c'était à refaire, on ferait encore plus attention à la qualité de l'eau. On n'a pas eu de problème, mais on sent que c'est un sujet auquel il faut qu'on soit plus attentif. On proposerait à la copropriété de les accompagner dans la rédaction de leur contrat d'exploitation pour bien intégrer des spécificités aux pompes à chaleur. Et surtout, on proposerait à la copropriété, on va voir si on ne peut pas le proposer, de passer sur site, de faire un relevé de compteur à la fin, au moins les premières années, pour s'assurer qu'on a un bon taux de couverture. Voilà. Mais pour copropriété de cette taille, c'était pas dans nos habitudes, mais voilà, il faut qu'on le fasse. Voilà pour moi. Merci David. On a le temps pour des questions-réponses. Donc s'il y en a dans la salle. Ouais. On a une question là-bas. Il y en a deux. Bon, merci pour votre exposé. Voilà, j'aurais deux questions. Vous avez parlé tout à l'heure des balcons. Pardon? Les balcons, vous avez parlé de vos balcons. Oui. Est-ce que vous les avez traités, puisque visiblement, d'un point de vue pont thermique, bon, comme vous le savez, non, hein, oui. voilà. Et ma deuxième question, c'est concernant effectivement le dimensionnement qui a été effectué. Donc vous avez parlé qu'effectivement aujourd'hui, on est sur un régime gaz, et que la pompe à chaleur ne fonctionne pas compte tenu que on n'a pas suffisamment d'éléments qui permettraient que ça puisse fonctionner. Est-ce que vous avez simulé par la suite qu'est-ce qui va en advenir justement de ce fonctionnement hybride? Oui, tout à l'heure, je vous ai indiqué que, en gros, l'objectif, c'est d'avoir 80% de la production de chaleur qui est faite par la pompe à chaleur. Donc ça, on l'a simulé. Je n'ai pas compris tout à fait votre question sur le fait que, effectivement, là, la PAC, elle est à l'arrêt parce qu'on a un petit problème, mais dans quelques semaines, elle va redémarrer et on atteindra sans problème. Ça n'avait pas été anticipé ou bien c'est une chose qui n'avait pas été possible de... Je ne vais pas faire le... En gros, pour tout vous dire, dans la doc technique de l'industriel, les valeurs de pression que la pompe à chaleur pouvait encaisser, il y avait un endroit où c'était marqué 2,5 et un endroit où c'était marqué 3. Nous, on a lu à l'endroit où c'était marqué 3. Et en fait, il nous manque 0,5 bar. Donc voilà, c'est une erreur. Tout le monde a sa part de... Voilà. Mais en tout cas, je vous le dis pour pas que ça se reproduise. C'est un classique. D'accord. Voilà. Et sur les balcons, on ne traite pas les ponts thermiques. En rénovation, c'est quand même compliqué. On en a rêvé longtemps de faire du manchonnage. Mais... Désectionner, peut-être les sectionner, ça veut dire mettre un rupteur de pont thermique. Ça peut se faire. Je sais que Choc, l'industriel, prévoit des solutions de rénovation. Là, on est sur une copropriété qui était en difficulté financière, qui avait, pour tout vous dire, 1 million de travaux parce qu'ils avaient des problèmes de structure, de toiture. Voilà. Déjà, c'est déjà beau qu'on ait réussi à les embarquer pour faire tout ça. On a une deuxième question dans le fond et on en aura une troisième. Une petite question sur le modèle numérique et notamment sur l'audit énergétique. Est-ce que vous avez réussi à coller les consommations du modèle numérique avec les consommations réelles, et est-ce que vous avez mesuré les consommations réelles après travaux pour voir s'il y avait des écarts, notamment en confort d'été? C'est pas moi qui ai fait l'audit. On essaie de faire des rapprochements factures et de caler notre modèle, mais c'est le monde de la copropriété, petite copropriété. On va à l'essentiel, on n'a pas le temps de faire ce genre de travaux très millimétrés. Et pour votre question sur la mesure et la comparaison au modèle, bon, ça c'est pareil, c'est des choses dans ce contexte qu'on n'arrive pas à financer. Par contre, on a mis des capteurs de chaleur à différents endroits pour bien identifier facilement le taux de couverture, le COP global de l'installation, le scope annuel de l'installation. Si déjà on arrive à faire ça chaque année, c'est déjà bien. On a une question, une quatrième, une cinquième. Bon, bon on a du temps, cela dit. On a encore quelques minutes. Je ne sais pas où est le micro le plus proche, du coup. Ah bah voilà, monsieur, allez-y. Oui. Vous m'entendez? Oui.
Vous avez parlé de 60% de puissance pour le dimensionnement de la PAC et 100% pour la chaudière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que vous êtes parti plutôt sur un dimensionnement classique type 12831, NFEN 12831, ou est-ce que vous cherchez à optimiser la puissance par STD par exemple, en faisant un dimensionnement un peu plus précis? Non, d'autant plus parce qu'on est en hybride et que la puissance gaz coûte pas cher, on s'embarque pas dans ces travaux-là. Sortir de la 12831, c'est quand même complexe. J'entends votre point, c'est que quand on considère un bâtiment bien isolé avec des apports solaires, on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin de toute cette puissance parce que les jours les plus froids, on aura des apports internes et autres. Bon, ça, c'est de l'expérimental. Au quotidien, on respecte la 12831 et on l'a fait pièce par pièce. On a évalué les déperditions pièce par pièce. Et c'est pas en réponse à votre question, mais c'est un point important. Déperdition pièce par pièce. On a regardé les capacités des radiateurs pour essayer d'évaluer jusqu'à combien on pouvait descendre la température qui serait envoyée dans les radiateurs pour optimiser les COP de la PAC. Donc avec un régime d'eau qui est vraiment... On est à 60-40. Ouais. Et je pense qu'on aurait pu faire descendre à 55, mais Okay. voilà. Mais... Merci. On avait une question de l'autre côté. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Parlez bien devant le micro. Merci beaucoup pour la présentation. Les coûts de charge, ils incluent la maintenance ou pas? Oui. D'accord. J'ai demandé a posteriori à Engie de me dire à combien coûteraient les coûts de maintenance de toutes les solutions. Parce qu'on peut estimer qu'avec une solution hybride, les coûts de maintenance sont plus importants. Et d'autre part, je ne comprenais pas très bien dans le tableau, parce qu'en fait, entre la solution tout gaz et la solution hybride, on a un coût d'investissement qui est quasiment le même, donc c'est très étonnant. On a un coût d'investissement qui est quasiment le même. On a quand même, par logement, 1 800 € de plus, x 13. Ça fait, il y a presque 20 000 € de PAC. Donc on se paye une PAC sans problème avec ça. Sur votre question sur le... Alors ça, c'est la question qu'il faut trancher. Sur un bâtiment de cette taille, les coûts d'exploitation-maintenance, ce qu'on a dit Engie, déjà, on se déplace. Déjà, c'est un coût fixe. En hybride, effectivement, on a la chaufferie gaz à traiter et la PAC, mais on n'a qu'une seule PAC. Donc un peu moins de temps à passer. Leur premier réflexe, c'est de dire quand on est en 100% PAC, ils ont un forfait à la PAC. Donc ils nous ont dit, on ne va pas faire x3, mais il y a voilà, dans leur grille de tarifs actuellement, c'est comme ça que c'est défini. Et donc il y a un temps à passer sur chaque pompe à chaleur. Voilà, ce qui fait qu'on arrive à quelque chose du même ordre, même un peu plus élevé en 100% PAC. J'ai eu écho de bailleurs sociaux qui internalisaient l'exploitation et qui disaient qu'ils arrivaient à descendre les coûts de l'exploitation parce qu'ils avaient des mainteneurs formés en interne et tout ça. Le futur nous dira comment ça va évoluer, mais à date, c'est un peu cette ambiance-là pour un bâtiment de cette taille. Une dernière question, monsieur. Oui. Moi j'avais une question. Si vous restez sur cette slide-là, vous avez parlé d'une copropriété un peu précaire en termes de finances. Oui. Comment êtes-vous parvenu à faire passer un investissement avec un reste à charge de 27 000 €? Enfin, le temps de retour sur investissement, si on calcule uniquement les factures de chauffage, il est énorme. Il est de 15-20 ans, quelque chose comme ça. Donc il dépasse l'entendement. Donc comment avez-vous fait pour convaincre les copropriétaires de procéder à l'investissement? Pour être tout à fait honnête, c'est pas moi. Donc mais les échos que j'ai eus, que j'ai récoltés auprès de mes collègues, c'est que les copropriétaires n'ont pas été difficiles à convaincre. Il y a un sujet de confort, il y a un sujet de baisse des factures sur le long terme. Ils étaient pas mal aidés par Nantes Métropole, par l'ANA. Voilà. Je sais pas. En tout cas, il n'y a pas eu trop de freins, quoi. Ils étaient assez moteurs. Bon, merci. On va s'arrêter là pour les questions-réponses. Ceux qui en ont encore, je vous invite à intercepter David Le Bannier dès qu'il descendra de scène. Merci, David. Merci à vous. Hop. Hop.